Madame, Messieurs, bienvenue à ce magazine Kiosque. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre chaque matin à partir de 9h30 sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté et Kinshasa pour des analyses pertinentes avec des professionnels des médias et analystes. Alors, l'actualité ce matin en République démocratique du Congo est marquée, Madame, Monsieur, par tout d'abord en société, la hausse du prix du carburant, l'arrêté de Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie, est sorti hier. Le prix du carburant à la pompe a été revu à la hausse. Autre sujet d'actualité, c'est le séjour du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui a rencontré hier les acteurs politiques de la majorité de l'opposition. Aussi du côté de la majorité, on rassure quant à la tenue de sélections transparentes, inclusives et dans des bonnes conditions. En tout cas, l'opposition estime ou continue à estimer que le processus en cours ne rassure pas. Tout est biaisé. Une des parties au processus contrôle la centrale électorale ainsi que la Cour constitutionnelle. Du coup, Olenga Koy, le président du CNSA, appelle le chef de l'État à initier des consultations avec les leaders de l'opposition et d'opinion pour apaiser les esprits, consolider l'unité, la paix, la cohésion nationale pour la décryptation du climat sociopolitique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Analyse et commentaire, c'est donc Kiosque. Et puis, le pistolet Jericho attribué faussement à Salomon Kalonda appartenait au garde du corps de Augustin Matata Pogno, qu'il a reçu en bonne et due forme de la police depuis qu'il était Premier ministre. C'est les tweets de l'ancien Premier ministre Matata Pogno par rapport à cette affaire de conseiller spécial du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qui est aux arrêts. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous suivre. Nous avons deux invités dans ce plateau de Kiosque. Il y a Pierre Elenga et Joseph Kongolo. Pierre, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs de cette émission et bien évidemment bonjour aussi à Monsieur Joseph Kongolo avec qui nous allons débattre sur des questions qui concernent la vitalité même de notre nation. Mais d'entrée de jeu, si vous voulez... D'abord, la tenue. Votre tenue là, c'est comme l'armée, hein? Non, c'est... Oui, c'est un message que vous transmettez ce matin? Non, mais nous, notre soutien permanent au FARDC n'a pas baissé. Vous savez, moi je suis journaliste, je suis leader d'opinion, ça il faut le noter. Et donc, nous sommes des porteurs de messages qui peuvent orienter une portion de la population, si vous voulez. Il faut toujours considérer que nous sommes permanemment en guerre avec le M23 et nous, notre manière d'apporter notre soutien aux deux gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri, aux deux vice-gouverneurs policiers, c'est cette façon-là de se dire que dans notre mental, on peut aussi se comporter comme ceux qui peuvent tenir les armes. Et ces armes, on peut les tenir, non pas parce qu'il faut les tenir, mais contre l'ennemi, justement, les supplétifs du M23 qui sont en réalité les bras du Rwanda, qui sont en train de faire tout ce qu'ils font ici dans notre pays. Donc c'est juste un message de soutien qui doit continuer d'ailleurs, qui doit continuer parce que nous n'avons que ces pays. Donc, mais à un moment, on avait interdit le port de cette tenue. Non, ça n'a rien à voir. Moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ne vous en faites pas. Alors, je disais que, madame, nous avons le Congo, notre pays. Mais si les gens n'arrivent pas à comprendre que le plus précieux bien que nous pouvons avoir ici sur terre, c'est cette terre de la RDC que Dieu nous a donnée, tout le reste que nous allons faire n'aura aucun sens. N'aura aucun sens parce que si vous regardez dans le langage, et à la fois dans le langage des opposants, mais même aussi dans le langage de certains politiques de la majorité, c'est comme si à un moment donné, tout ce qui compte, c'est pas le Congo en fait. Il y a un extrémisme du langage que moi je n'encourage pas. Je n'encourage pas de part et d'autre, tout simplement parce que les gens qui peuvent se mettre là aujourd'hui à dire tout par exemple de Tshisekedi, comme président de la République, comme institution, excusez-moi, mais ce sont les mêmes personnes qui aspirent à diriger le Congo demain. C'est-à-dire qui peuvent penser aussi devenir président de la République et diriger.
Mais je me demande, nous sommes dans quel monde finalement, si le comportement de ceux qui pensent diriger demain doit être ce que nous voyons aujourd'hui, lorsque nous voyons un leader politique comme Fayoulou ordonner à ses troupes de jeter, par exemple, de caillasser les policiers, lorsque nous voyons des langages vraiment qui sont loin de tout sauf démocratie, de la part de la bouche de ceux qui se disent qu'ils sont opposants, je me demande qu'il y a quand même un problème là-dessus. Donc, le pays reste le nôtre et nous devons l'aimer et l'aimer sous toutes ses formes parce que nous n'avons que la République démocratique. Mais ces langages déplacés, ce n'est pas seulement du côté de l'opposition, même de la majorité. Mais même Jean-Pierre Lacroix l'a dénoncé hier. Je viens de le dire ici. Je viens de le dire ici. Je l'ai dit que même dans le chef de certains acteurs du pouvoir, ce ne sont pas des langages des fois à encourager parce que ça va nous amener nulle part. Écoutez, comment tout que l'on descende, madame, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun. N'a pas opposant, n'a pas pouvoir, tous en réalité. Parce que vous allez voir ceux qui crient aujourd'hui, lorsqu'ils vont arriver là-bas, ils seront bités devant les mêmes réalités de gouvernance et devant les mêmes réalités pour la conduite des affaires publiques et peut-être leur langage va tout simplement changer. Donc je suis en train tout simplement de fustiger cela d'où que ça vienne. Merci Pigera. Elinga Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Pigera. Heureusement tu m'as rassuré qu'il n'est pas colonel de l'armée. Merci beaucoup, merci aux auditeurs, merci aux téléspectateurs. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions madame. Alors on commence avec l'affaire Pistolet. Oui. Matata Pony a tweeté hier. Est-ce que ça va changer les choses dans cette affaire du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda? Bon, d'abord je voudrais dire que Matata c'est un nouveau partenaire de Moïse. Il ne connaît pas le plan de Moïse. Donc il doit éviter de faire des déclarations intempestives. Il ne connaît pas le plan de Moïse. Il n'a pas vécu avec Moïse. Il ne connaît pas le véritable plan de Moïse, il ne le connaît pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai vu des images, étudié les images du jour des manifestations, n'est-ce pas? Enfin, il reste à savoir si les images étaient authentiques. Mais on a vu M. Kalonda avec une arme sur la ceinture. Ça, ce sont les images que j'ai vues, en train d'étudier les images. Porter la ceinture, l'arme pratiquement à ce niveau-là. Ça, j'ai vu sur les images, quelqu'un qui a étudié toutes ces images là-bas, a trouvé que M. Kalonda avait une arme portée sur sa ceinture. C'était le jour de la manifestation. Ça, moi, c'est ce que j'ai vu dans celui qui a pris le temps d'étudier les images. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, madame, que l'arme appartienne au garde du corps de Matata, ça n'annule en rien les griefs, n'est-ce pas, qu'on a portés sur Kalonda. Vous comprenez? Mon problème, c'est de voir l'authenticité de tous ces griefs portés contre M. Kalonda. Si ces griefs se justifient, ce n'est pas qu'un des motifs qui est celui justement du port de l'arme, ne va pas annuler l'inculpation de M. Kalonda. Mais si déjà les prémices ne sont pas bonnes, c'est la suite. Non, madame. Attendez, madame. Je ne suis pas juriste. N'est-ce pas? Mais je sais qu'on peut porter 4-5 griefs sur toi et dans la plaidoirie, on annule 2 ou 3. C'est comme ça, c'est ça la justice au fait, madame. Mais le gros même du problème, c'est le port d'armes. Non, alors vous n'avez pas suivi. Ce n'est pas le port d'armes. Il y a la connivence avec l'ennemi. Oui, tout est parti en particulier. Non, madame, ça c'est un grief. Non, madame, en justice, ça ne se fait pas comme ça, madame. Ça ne se fait pas comme ça. Ce sont les griefs, n'est-ce pas? Le port d'armes. On peut justifier. Peut-être qu'il avait l'arme, peut-être qu'il a l'autorisation, le port d'armes. Nous ne savons pas. Mais c'est au moins un grief. C'est à lui de justifier, madame. Pourquoi les gens sont en train de bouillir là où il n'y a pas raison? Vous n'avez jamais vu en justice comment on dit, relaxer quelqu'un? Donc tous les griefs qu'on a portés sur lui ont été justifiés et il est relaxé, il part comme un homme libre. Vous n'avez jamais vu ça? Ce ne sont que des griefs. Il n'y a pas lieu de sauter, de dire n'importe quoi. Non, madame. Nous allons justifier. Ça, c'est le ministère public, si vous voulez bien, des MIAP qui a donné ces griefs. Au moment de confrontation, nous saurons si ces griefs sont corrects ou pas. S'ils ne sont pas corrects, il sera relaxé. C'est ça la justice, madame. Pourquoi les gens sont portés? De toutes les façons, l'un des griefs, c'était le port de l'arme. On va justifier. S'il a un permis d'arme, ça va se justifier. S'il n'en a pas, eh bien là, il tombe dans le coup de l'infraction. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il est en contact permanent avec l'ennemi, avec 4 généraux de l'armée rwandaise et avec les responsables militaires, n'est-ce pas, du M23. Mais c'est grave quand un pays est en état de guerre. C'est grave.
C'est à lui de justifier, madame. Ça, ce sont les griefs qu'on porte contre lui. Si on nous exhibe des preuves et qu'on trouve que cela est vrai, eh ben, il doit être condamné par la justice. Donc, il n'y a pas à s'alarmer là-dessus. Moi, je crois que c'est question d'attendre, n'est-ce pas, la fin de l'instruction. Et quand on va entrer dans le procès, on saura, effectivement. On le saura. Donc, c'est-à-dire que le fait que Matata Ponyo puisse intervenir en disant qu'il a appartenu à son garde-corps, c'est sur un aspect. C'est sur un aspect. C'est sur un aspect, tout simplement. C'est un grief parmi tant. Parmi les 4, je crois, c'est 4 ou 5, quelque chose comme ça. C'est un aspect. Il peut te relaxer là-dessus s'il justifie les documents. Mais il ne sera pas relaxé pour autant devant la justice. Il y a d'autres griefs. Mais oui, il y a d'autres griefs. Merci, Joseph Kobolo. Madame, il n'y a pas à s'alarmer là-dessus. Et puis, il faut dire une chose. Je vais préciser quelque chose de très important. Quand un pays est en guerre contre un ennemi, il faut faire très attention sur le langage quand vous êtes leader d'opinion, comme P. Gérard est là. Donc, il doit faire attention sur son langage parce qu'il est aussi faiseur d'opinion. Vous comprenez? Et quand vous êtes, en plus de faiseur d'opinion, vous êtes un politique de ce rang-là, il faut faire très attention dans les gestes, dans les propos. C'est très important. C'est très, très, très important. Je peux vous donner des exemples historiques qui vous montrent que jadis, le fait d'oser seulement, on vous tue. Ça, c'est dans la Rome antique. On ne joue pas avec l'armée. L'armée en temps de guerre. On joue pas. Il faut faire très attention. Veillez sur ses gestes et veillez sur ses propos. C'est très important. Merci. Alors, puis Gérard, l'affaire pistolet de Salomon Kalonda. Aujourd'hui, Matata Ponyo dit que ça appartenait à son garde-corps. Quelle analyse vous faites par rapport à cette écoutez, je vais être le plus froidement possible dans mon raisonnement et paraphraser certains propos de Joseph Kongolo, tout en disant qu'au-delà d'être journaliste, communicologue si vous voulez, moi je suis juriste en formation, il faudrait apporter certaines précisions là-dessus. D'abord, je reviens seulement sur cet aspect des choses, le fameux pistolet Jéricho, et qui serait une arme de garde personnelle qui détenait l'un des gardes du corps de l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qu'on a appelé capitaine, mais commissaire principal, parce que c'est un policier, et que cette arme se trouverait chez Salomon Escadela. D'abord, dans la série des griefs, il faut dire que ça, ce n'est qu'un des aspects. Et le seul tweet de Matata Ponyo n'enlève en rien d'autres griefs portés contre Salomon Escadela, peut-être par hiérarchisation de ces griefs qui sont même plus graves que la simple détention d'une arme qui serait un revolver. Parce que être en connivence en ce moment précis avec l'ennemi, des généraux, des officiels rwandais et leur supplétif d'IM23, c'est même plus que retrouver entre les mains de quelqu'un un revolver ou un pistolet. Ça, c'est une première façon de dire les choses. Maintenant, venons-en au tweet du Premier ministre Matata Ponyo. Mais écoutez, madame, s'il faut avancer une analyse ou bien un raisonnement juridique, ça n'enlève en rien la détention illégale d'armes par M. Salomon. Et je vais vous le démontrer tout de suite. D'abord, d'entrée de jeu, je demande à la même DEMIAP, détective militaire des activités antipatrie, c'est ça DEMIAP, qui est un service de renseignement, un service spécialisé de renseignement de l'armée, d'aller arrêter tout de suite les gardes du corps de Matata. Mais oui, vous demandez. Attendez, on doit l'arrêter, lui doit aussi être arrêté. Madame, il doit aussi comparaître. Madame, je fais partie d'une famille militaire, je suis entouré au moins de 7 militaires officiers comme un militaire de rang dans ma famille. Et j'en sais quelque chose, ce n'est pas Doudou Montiri qui va me dire le contraire ici, même Jean-Pierre Bemba là où il est. Écoutez, un garde du corps, surtout dans des moments pareils où vous êtes en train de sécuriser une personnalité, notamment les politiques, pendant les marches, les manifestations et consorts, on garde plus son arme que la personne pour qui vous portez la sécurité. C'est-à-dire? Les militaires comprennent, ou les initiés comprennent ce que je dis. C'est-à-dire quoi? Yoza mukonzi nga nazo garde yo, nga naza garde du corps. Naza na munduki GP, revolver. Nazo battre la munduki nga ko lekane na battre là parce que ta sécurité dépend de mon arme que j'ai. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il y avait des troubles, il y avait des Non, madame, il y a écouté. Non, ça ne peut pas.
Un revolver, on ne le porte pas n'importe comment. Et ce n'est pas aussi facile qu'un revolver et l'ongwana nzoto mutu et quoi à 100 que yo détenteur nango simbi oyo kageno revolver et quoi. Mais ils étaient bousculés par la police. Madame, même si vous êtes bousculé, c'est là où je dis, et je suis en train de le démontrer, donc c'est un faux policier, il n'a pas été formé. Donc c'est un faux policier et il doit être poursuivi sur le plan disciplinaire par ce qu'on appelle la négligence. Vous savez, dans l'armée, Mundu qui va bien en haut, papa et maman, vous ne pouvez pas, un garde du corps dans de telles circonstances, perdre son pistolet sous réserve, soi-disant parce que vous étiez bousculé. Ils étaient d'abord bousculés comment? Jusqu'à ce que votre pistolet puisse tomber et que vous ne puissiez pas retrouver ça. Donc vous êtes un faux policier. Vous n'êtes pas formé pour être celui qui peut accomplir la tâche d'un garde rapproché. Il protégeait plus d'abord son chef. Non, c'est pourquoi je le dis. Madame, vous êtes profane dans cette matière. C'est pourquoi mais on analyse quand justement, même le fait, on analyse et je comprends que vous êtes profane. Quand vous dites qu'on devrait... Vous sécurisez votre chef comment? Parce que votre sécurité, c'est par rapport à l'arme que vous avez, qui a un rôle dissuasif, qui a un rôle d'arrêter tout danger qui peut venir. Vous le sécurisez comment, Mundu Kekoui. Mais non, si vous êtes heurté devant une embuscade au Salandé, vous allez utiliser quoi? Vos mains? Donc déjà sur ce point-là, les policiers, le commissaire principal là doit être interpellé parce qu'il doit s'expliquer. Même si Matata a dit que l'arme a été bon, pas Matata, mais j'ai suivi mon vieux Franklin Chamala, le secrétaire général de LGD, qui utilise même des concepts du genre probablement. Parce que lui aussi, j'ai compris, on le suivait sur Top Congo, qu'il n'avait pas la maîtrise de tout. Ça, c'est une chose. Deuxième analyse des choses. Mais si le Premier ministre Matata, parce qu'en prenant les gardes tels que vous voyez tout ce monde ici, politique comme vos voleurs de Libanais et consorts que vous voyez ici qui rançonnent les gens, ils ont aussi des gardes et tout ça, ainsi de suite. Madame, je vous dis qu'on ne prend pas les armes n'importe comment. Il y a toute une unité spécialisée pour garder les institutions et les hautes personnalités au niveau de la police qui s'occupe de tout ce que vous voyez là. Il y a une coordination. Donc, on doit prélever l'identité de votre arme. C'est-à-dire le numéro, le type, la marque et tout ça. Et justement, il a reconnu le numéro d'origine. C'est ça que j'ai dit, voilà. Si le port de cette arme et de pistolet Jericho peut être légal par rapport au Premier ministre Matata Mponyo, un ancien Premier ministre qui a droit à une garde rapprochée, mais si cette arme se trouve chez Salomon Escadela, ça devient maintenant un port illégal. Parce que cette arme n'a pas été attribuée à Salomon Escadela. Et voilà là où Matata Mponyo est venu. Mais ça s'est retrouvé chez lui. Attendez, justement, parce que lui dit que... Attendez, madame. Nous n'avons pas été là lorsque l'instruction était encore secrète au niveau de la DEMIAP. Maintenant, avec Joseph, nous pouvons commenter parce qu'il y a une communication officielle. On a dévoilé les raisons pour lesquelles tous ont spéculé. Tout le monde est spéculé ici. À moins nous, au moins, qui connaissions la chose, on s'est calmé. Oh, passeport belge, oh, ceci, cela. Mais la DEMIAP a donné maintenant, a dévoilé les vraies raisons pour lesquelles on a arrêté M. Salomon Escadela. Et je suis en train d'analyser. L'analyse est à la fois scientifique et juridique. Et il n'y a que les gens qui ont un certain niveau qui comprendront ce que je suis en train de dire. Si ce port est légal chez les gardes du corps de Matata, il devient un port illégal pendant qu'on a retrouvé cette arme entre les mains de Salomon Escadela. Comment est-ce que, parce que l'arme a été attribuée aux gardes du corps de Matata pour sécuriser Matata, comment est-ce que ce pistolet, ce revolver s'est retrouvé chez Salomon? Mais c'est là qu'on voyez-vous. Et donc, Matata Mponyo s'invite comme renseignant dans la future fixation de ce procès, parce qu'on doit maintenant fixer. Donc, il va venir comme renseignant là-dessus pour nous expliquer cela et comment est-ce que cette arme-là. Nous avons suivi tous. Après la marche, il y a eu une conférence de presse commune de ces 4 leaders de l'opposition. Ils avaient tout dénoncé. Mais pourquoi, connaissant bien Matata et tous les autres qui étaient là, pourquoi Matata n'a pas dénoncé pour informer déjà à l'opinion, au-delà de la formule administrative, que non, un de mes gardes du corps venait de perdre son œil. Il pouvait le fils qu'à la foulée comme ça le dire. Il avait peut-être peur. Peur de quoi? La réaction, peut-être. Maman, dire que non, on a voulu tuer Katumbi, il y a eu les effets d'armes encore qui ne savent pas bien mentir, parce qu'ils ne sont pas du domaine. On ne peut pas tirer que l'arme puisse se retrouver sous les pieds de celui qui a tiré. La balle ne peut se retrouver que du côté de là où la balle a été dirigée. Voyez-vous. Mais on n'a pas fait allusion à une quelconque disparition d'un pistolet.
Jéricho. Vous voyez-vous. Et donc, sur ce point, les gardes du corps de Matata, on doit l'arrêter. Sur le plan disciplinaire par rapport à l'armée, à la police, il a déjà péché. Comment il peut perdre une arme comme ça dans ces circonstances-là? Il doit être interpellé. Et Matata sera appelé comme un renseignant. Il doit être appelé comme un renseignant. Il va comparaître, voilà, il va venir comme un renseignant. Ouais, oui, je voulais rester dans les termes stricts du droit. Il va venir comme un renseignant pour expliquer cela. Voyez-vous, c'est ça maintenant toute la logique. Et comme Joseph l'a dit, ça, on peut balayer ça pendant la plaidoirie. Il peut y avoir qu'on peut arriver à convaincre la composition pour dire que non, ces griefs, on peut balayer, mais parmi les 4 ou les 5, je ne pense pas qu'on va tout balayer. Mais le problème ici, c'est aussi la défense que va apporter, si vous voulez passer ma théologie, la défense de Salomon, qu'on vient de démontrer, les droits, ce sont des faits. Ça, c'est des choses pour lesquelles la démarche n'a pas même des preuves, des messages, des conversations téléphoniques et tout ça. Mais qu'on vient de balayer cela, c'est ça le problème. Donc, vous voulez dire que ces tweets des Matata Polo deviennent encore chargés davantage? En réalité, parce que oui, en réalité, mais cette arme-là est arrivée entre les mains de Salomon Escadé là, comment? Parce que c'est l'arme du garde du corps de Matata. Soit c'est Matata lui-même qui a instruit son garde du corps, appelle ça Salomon Munduki, voilà. Parce que ça Munduki na yé, il y a garde du corps na yé. Et comme il n'est pas Salomon Escadé là, ndengenin. Voilà, on a suivi vous voyez, et comme il n'est pas la yé ndengenin. Donc en réalité, je ne sais pas si ces gens sont vraiment bien équipés. Il est venu enfoncer la situation. Donc je dis ici que vous allez attendre à Tilobi, les gardes du corps de Matata, on doit l'interpeller. Et dans la future fixation du procès, Matata, il faut y avoir comme renseignant. C'est ça. Merci Pigéa. Mais en suivant les interventions des uns et des autres, du côté de l'opposition ensemble et autres, on dit même la photo, on voit une personne avec une arme, c'est même pas Salomon, là, parce qu'il avait une casquette blanche, là c'est noir, hein, l'histoire pareille. Et puis l'arme, il ne la détenait même pas. C'est-à-dire que c'était tombé, c'est du mensonge. J'ai vu la réaction de Moïse Kato, mais mensonge, montage et tout. Madame, est-ce qu'il y a une autre réaction que Moïse peut donner en dehors de celle-là? Il n'y en a pas. Il peut y avoir aussi du Il n'y en a pas. Non, moi je crois qu'on ne peut pas beaucoup palabrer là-dessus. Le juriste est là. Attendons la fixation du dossier. Chacun aura ses moyens de défense. Oui. Nous saurons. Peut-être que ce n'est pas vrai. C'est possible. Je vous ai dit que les images, je les ai vues. C'est à démontrer. Oui, j'ai vu les images. Je ne sais pas si c'est authentique ou pas. Voyez-vous? Donc, attendons la fixation du dossier et nous saurons. Ils vont prendre la défense, ils vont parler, ils vont se justifier. Peut-être qu'on va balayer ça, comme Pierre Gérard l'a dit tout à l'heure. Mais le plus gros problème, ce n'est pas au niveau même du port de l'arme, madame. Ce n'est pas à ce niveau-là. Le plus grand problème, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, on parle du port de l'arme. Non, on analyse par rapport à non, madame. L'analyse part madame, ça. Madame, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas sur... Non, nous ne sommes pas sur ce que l'opinion a choisi de parler. Nous parlons de la globalité, de l'ensemble de griefs qu'on a portés sur lui. Il ne faut pas rester au niveau de l'arme, madame. Il ne faut pas rester au niveau de l'arme. Moi, je crois que, attendons le procès. Nous verrons leurs moyens de défense et à ce moment-là, on pourra peut-être faire... Maintenant, là, nous risquons de spéculer inutilement. Alors, pour certaines personnes, d'autres analystes qu'on avait reçus au courant de la semaine, ils disent que ce sont des guerres ou des pièges tendus par les uns et les autres pendant la période préélectorale. On a vu l'affaire mercenaire qui est restée là sans suite. Et c'est un peu pareil au même avec cette affaire. Madame, en temps de guerre, on ne banalise rien. On ne laisse rien au hasard. Or, nous avons une histoire, madame. Nous avons une histoire que chaque Congolais, au moins ici à Kinshasa, sait que nous avons été infiltrés jusqu'à Mont-Lépinière. Tout le monde le sait. Tout le monde sait ici que tous ceux qui ont travaillé dans l'ancien régime ont été de près ou de loin, directement ou indirectement, en connivence avec le Rwanda. Madame, nous savons, le ministre, une bouche autorisée, nous a dit que Moïse Katumbi a des comptoirs au Rwanda, en train d'acheter les minerais de sang pour le revendre, n'est-ce pas, au niveau des marchés internationaux. Ça veut dire que, globalement, il y a ces soupçons-là. Globalement, il y a ces soupçons. Nous parlons de l'infiltration. Qu'est-ce qui empêche que cette infiltration arrive jusqu'au niveau de Escadela ou Moïse ou quelqu'un d'autre? Ils sont plusieurs. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale dire que beaucoup de députés sont mêlés, n'est-ce pas, à ces guerres à l'Est. Madame, tout est possible. On n'a jamais cité les noms, hein, ces députés. Mais au moins, on commence à ramasser un à un. Moïse n'est pas député, Escadela n'est pas député. Est-ce que vous ne savez pas un député qui est reproché dans cette affaire?
Vous ne connaissez pas? Non, quand vous parlez qu'on commence à ramasser un à un... Mais justement, mais Mongachouche est le premier, il est dans le paquet. Il est dans le paquet, je crois qu'il n'a même pas d'argument. Ils se battent comme, comme dans les guerres juristes, sur la forme, ceci et tout cela, pour ne pas entrer dans le fond. N'est-ce pas, madame? Non, écoutez, madame, nous tous, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de gens qui sont de connivence avec l'ennemi et qui travaillent pour l'ennemi. Nous le savons. Mais si on vous prend la main dans le sac, comme on le dit tout à l'heure, ce sont des conversations avec les hauts gradés de l'armée rwandaise et surtout avec mission de faire un coup d'État par tous les moyens. C'est ce que j'ai entendu, moi. Par tous les moyens, il faut déposer Félix. Et alors, ces genres d'informations pendant la période de guerre, on ne les prend pas au hasard, on ne les néglige pas, on doit les étudier jusqu'au fond pour savoir si c'est vrai ou faux. Et si cela est vrai, eh ben, à la rigueur de la loi, on va le suivre. Donc, ça n'a rien à voir avec des guerres pour la quête du pouvoir, en cette période où on s'approche des... Moi, je ne vois pas Salomon, Salomon n'est pas candidat président de la République. Moïse en est, il est proche de Moïse. Mais quand on est proche, on n'est pas candidat. Donc on n'est pas gênant pour Félix, hein, au moins. N'est-ce pas? C'est lui qui est peut-être l'interface de Félix, c'est Moïse, ce n'est pas Scadella. À ce que je sache. Alors, puis je voulais placer un mot à la suite de ce que Joseph vient de dire. Mais écoutez, même si Salomon était candidat président de la République, parce que j'entends trop cette histoire, on veut se dédouaner de tout simplement parce qu'on est candidat président de la République. Il y a un mot on a évité là où on nous a amené. Qu'on se le dise, basé 7 qui kouni Félix Toké avait l'élection, alors 7 qui a gagné l'élection. Non, soyons quand même sérieux, c'est quoi cette histoire? Que parce qu'on est candidat président de la République, on est ceci ou bien on est cela. Il ne faut pas minimiser, hein, il y a des surprises aussi. Non, soyons réalistes, madame. Qui connaît 7 qui kouni en Bandaka? Qui les connaît en Bandaka? Non, soyons quand même sérieux parce que en politique, les Anglais disent la politique réelle. Donc il faut parfois ne pas avoir des ambitions qui sont aussi démesurées. Le problème ici chez nous, on veut tout politiser. On veut tout politiser. Tu as mal géré, Balingiba Landelayo, tout ça. Non, parce que on veut éliminer un candidat. On veut faire ceci, on veut faire cela. Et donc, faire la politique devient un dédouanement de tous les maux qu'on cause chez les Congolais. Non, moi je ne pense pas. Mais seulement, je voulais dire également que les droits, c'est la procédure. Nous avons vu, pas plus qu'hier ici, quelqu'un qui a été à l'opinion traité de tout et de rien, mais la Cour de cassation vient définitivement de la quitter. C'est le docteur Etienne Longondo. Le docteur Etienne Longondo. 7 millions. Docteur Etienne Longondo, c'est un des ténors de ses pouvoirs. Il est de l'UDPS. Au cadre de l'UDPS, il a été ministre de la Santé. Il a été accusé par qui? Par l'UGF, par rapport à son rapport. Voyez-vous? Mais la justice aussi, sa dimension indépendante. Après tout, on a conclu que Etienne Longondo n'a jamais détourné l'argent. J'ai suivi son avocat à la question de savoir et où est parti cet argent. Mais effectivement, parce que cet argent n'a pas été détourné. Mais cet argent n'a pas été volé. Donc, il n'y a pas à établir une infraction par rapport à cela. Aujourd'hui, même si à l'opinion, je l'ai toujours dit par rapport au parti de Vital Kamerhe, qui doivent communiquer là-dessus beaucoup parce que les Congolais sont des gens aussi quelque peu compliqués. Et par rapport à mon accord, qui cite Vital, dit 100 jours, dit détournement, dit ceci. Mais sur le plan de la justice, Vital Kamerhe a été acquitté. Vital Kamerhe a été acquitté. Et comme aujourd'hui, il y a ce problème par rapport à Salomon, c'est à la défense de Salomon de pouvoir démontrer que ce qu'on lui porte là, ce sont des faux. Pas des blabla de Francis Kalombo, de qui, comme Joseph le disait, ils ne diront pas autre chose que ça. Ils ne peuvent dire que ce sont des montages, ce sont des ceci ou ce sont de cela. Or, le contexte n'est pas le même, comme vous avez voulu le dire à l'entrée. Nous sommes en une période de guerre. Pas de blague, madame. Pas de blague avec quiconque serait soupçonné de ceci ou cela. Il faut prendre l'affaire au sérieux. Or, si vous voyez notre position ici, au Zoom, moi j'ai toujours dit que la volonté de Dieu s'accomplisse sur Moïse Katumbi. Parce que si Moïse Katumbi quitterait un jour la terre sans devenir président de la RDC, il ira même devant Dieu au paradis pour dire que renvoyez-moi à l'enfer pour la présidenter. Alors, cette manière de regarder Félix et de les haïr, il faut le dire, degré à Koïna, les alliés sous opposition, ces gens ne jurent que par tout ou rien, ils sont prêts à tout. Je vous le dis qu'ils sont prêts à tout. Leurs faits et gestes, Joseph le disait. Quand certains ont dit qu'il faut que nous puissions déstabiliser, nous avons suivi quand les candidats étaient partis à Goma, quel a été leur discours, dans leur communication, dans leur déclaration politique, tout ça, ça compte.
Mais qu'à la défense de Kalonda, de démontrer que les choses ne sont pas comme telles. Et moi, je demande à la justice d'être la plus indépendante possible. S'il n'y a rien, ce sera... Alors, vous répondez à la question que j'ai posée aussi à Joseph, c'est un peu comme l'affaire mercenaire. C'était toujours à l'approche des élections, créer des dossiers, des pièges aux opposants, tout ça pour les écarter à la course présidentielle. Bon, moi je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Un reste un, deux reste deux, la couleur rouge reste la couleur rouge. Il faut dire que pour le régime de l'époque, vous savez, entre Kabila et Katumbi, c'était la mort ou rien. C'est la même chose. Ah, mais oui, c'était la mort ou rien. Et cette histoire de mercenaires, je ne sais pas, entre Atambo Mwamba et consort, aujourd'hui, c'était un montage, ma mercenaire va mourir. Tout simplement parce que ça a été prouvé, excusez-moi, ça a été prouvé qu'il n'y avait pas de mercenaires. C'est pourquoi je contextualise. Mais cette fois-ci, il faut prouver aussi que tout ce que l'armée a dit là sur Kalonda, sur Salomon Escadé, là, c'est pas vrai. C'est ça, madame. C'est du montage. C'est pas parce que élection ou ceci ou cela, je ne pense pas que tout se résume en termes d'élection. Après toute élection présidentielle, ils ont un tour, c'est que beaucoup de gens oublient. Ils ont un tour et nous n'aurons qu'un président. On ne va pas élire deux présidents à la fois. Alors vous pensez que tous ces gens qui pérorent, qui criaient là-bas, vous êtes vraiment sûr qu'ils le font pour la consommation extérieure? Ils sont conscients que si on va aux élections, Félix a gagné les élections. Ils sont conscients. C'est la population qui va décider, puis Gérard. Oui, bien sûr, bien sûr. La population, c'est les urnes qui va... Oui, voilà. Et si la population décidait aussi que Félix a joué, alors joué. Quel est le problème? Ok, merci. Quel est le problème? Alors on parle de cette divergence d'opinion entre l'opposition et la majorité. Les acteurs politiques ont été reçus par le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix. La majorité rassure sur la tenue des élections. L'opposition continue à rejeter. Il parle de la triche d'une partie au processus qui a la CENI, la Cour constitutionnelle en main. Et Olinga Koyi, de son côté, appelle le chef de l'État à à initier des consultations avec les leaders politiques et d'opinion. Je reste avec vous, puis Gérard. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Parce que les divergences persistent. On a vu même la loi sur la répartition des sièges a été votée sans les opposants. Bon, continuer comme ça? Le problème, c'est qu'au Congo, nous sommes dans un éternel recommencement. Ça a toujours été ainsi. Rappelez-vous de l'UDPS avant qu'elle n'accède au pouvoir. Quand elle était à l'opposition, c'était la même formule. Hein, j'ai dit avec M. Jacquemain Chabani ici sur le boulevard pour l'audit du fichier électoral, on reprend presque les mêmes méthodes. Hein, on a vu Bazaïba, on a vu Tshisekedi à l'époque, c'était avec qui là, Kamer, je crois, et consort, ils étaient reçus par... je crois que c'est le secrétaire général des Nations Unies, quelque chose de comme ça aussi, avant les élections. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que nous voulons exactement? C'est ça le problème. L'opposition a commencé avec ce discours intimidateur, ce discours de faire peur. Pas une seconde après le 20 décembre sans élection. Et la majorité était calme, la majorité a rassuré maintenant que le 20 ou pas, il y aura élection. Les discours commencent à changer. Nous voulons des consultations, nous voulons des ceci ou de cela. Bon, pour Olengankoy, c'est vraiment presque inutile parce que Olengankoy, on est en sans consultation. Les fameux Sensa, pour qui nous, pas moi, les Congolais demandent des coups forts. Parce que Sensa, je ne sais pas pourquoi Sensa existe. Nous avons des institutions traditionnelles qui peuvent régler les problèmes du pays qui existent. Le Parlement, le gouvernement, toutes ces autres institutions, la démocratie, le président de la République, tout ça. Mais, raison d'être on a évité. Et pour Olengankoy, c'est tout à fait normal. Quelle consultation? Les consultations, le dialogue fait partie de la culture démocratique. Mais les consultations maintenant, pour en aboutir à quoi? Est-ce qu'on sent la tension? Parce qu'on a vu même... Il y a eu toujours tension, maman. Tension qu'aux Alagaka Kamutako Saoté. Même si Félix appelait aux nouvelles consultations aujourd'hui, rassure-toi que ce n'est pas toute l'opposition qui va aller. Je suis sûr, ça va être avec les 4 leaders, mais le PPRD, par exemple, là, vous voyez. Et une partie qui va rester comme plus contestatrice à niveau moko, vous imaginez. Comme pour dire, moi je crois qu'à un moment donné, les politiciens ne peuvent pas prendre la pauvre population en otage parce que. Dans cette opposition-là, quand vous regardez, c'est une opposition bourgeoise.
Moïse, c'est un milliardaire. Matata, avec tout ce qu'il a amassé, il a une fortune incalculable. Vous avez les Mouzito, tous là, ils sont bien. Mais ils défendent la misère de la population. Quelle misère? Et même ils vivent dans la misère. Et même ils vivent dans la misère. La meilleure manière de défendre la misère de la population, c'est travailler pour cette population-là. Nous les avons vus à l'œuvre. Moko na bangwana salate aza chômeur azate. Matata, c'est un ancien chef de service à la Banque centrale, un ancien DG à BCECO, un ancien ministre des Finances, un ancien Premier ministre. Mouzito, un ancien ministre de budget, un ancien inspecteur des finances, un ancien Premier ministre. Pas pour autant qu'il doit Vous pas avez dénoncer Sessanga, un ancien directeur de cabinet de Bemba, un ancien rebelle, un ancien ministre du plan. Vous avez qui encore? Fayoulou, un ancien député, il y a époque déjà à Mobutu, na CNS, Bozaline. Ils ont été tout. Mais quand ils dirigeaient là, ils ont fait quoi? Qu'ils ont oublié qu'ils veulent maintenant revenir pour recadrer les tirs. Ça va à un moment donné, les Congolais ont tellement grandi qu'ils commencent à comprendre. Moi, je n'en veux pas. L'opposition est dans son rôle. Et c'est ce que l'opposition doit faire. Ils ne doivent pas dénoncer le mal. C'est ce que l'opposition doit faire. Elle est dans son rôle parce qu'il faut se dire aussi, avec certaines choses, qui se passent, il ne faudrait pas laisser comme ça. Il faudrait qu'il y ait des gens qui rappellent chaque fois, qui mettent la pression pour que les choses se fassent mieux. Mais de la manière dont ils font juste pour la politique de haute état, pour que je m'y mette, moi je crois que c'est presque inutile. Ce monsieur-là, le secrétaire général adjoint Lacroix, n'est pas celui qui donnera des solutions aux problèmes congolais. Ces temps-là, je pense que petit à petit commencent à être révolus. Ils peuvent le voir, ils peuvent échanger, mais les solutions aux problèmes des Congolais, c'est entre les Congolais eux-mêmes. Voilà. Les consultations avec les acteurs politiques, Joseph Kongo l'a vu à l'époque, c'était le président de la CENI, l'abbé Maloumal. Il était allé voir Étienne Tshisekedi. Paix à son âme. Oui, paix à son âme, voilà. Vous ne voyez pas que ça pourrait aussi trouver une solution par rapport à cette crise? Mais Tshisekedi était ouvert. Ici, on n'a jamais accepté ni le président de la République. Ils ont quitté le statut d'opposant pour devenir des résistants. C'est pour fermer les portes au dialogue. C'est fermer les portes au dialogue. Mais il crie tout le temps, consensus, on doit nous écouter. Avec qui? Vous êtes des résistants, vous n'êtes pas des opposants. Vous voyez? Donc c'est pour dire que ce sont des gens, comme puis Gérard l'a dit, des gens, des intellectuels, des diplômés, des professeurs même, des docteurs, mais je l'ai toujours dit, sur le plan politique, il y a une incompétence collective. Une incompétence. Il ne suffit pas d'avoir un doctorat pour être un bon politicien. Donc je sens qu'il y a une incompétence notoire en matière politique, pour l'un d'entre eux. Enfin, chacun d'entre eux, je voulais dire. Quand vous voyez le cursus de M. Fayoulou, il a perdu de là où il était. N'est-ce pas? Après les élections. Là où il était, il a perdu. C'est pas normal. La moindre des choses, c'est de garder le même cap quand on a perdu les élections. Aujourd'hui, il est en deçà du niveau qu'il a occupé après les élections. Mais il ne reconnaît pas avoir Attention, perdu. madame, je te le dis. Je te dis des choses. La vérité vraies. des urnes. J'ai dit ceci. Il n'a pas construit un discours durable, solide, qui pouvait tenir et traverser les temps. Vous me comprenez? Donc, la vérité des urnes n'a plus son temps. Il en parle? Il n'en parle plus. Ce n'est pas un discours durable. Donc, du niveau où il était après les élections, il a chuté. Ça relève d'une incompétence politique. Ah, il n'y a pas moyen d'apprécier ça autrement. Madame, vous étiez à 80%, et puis à la fin de l'année, on vous trouve à 30%. Voyez-vous? Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, eux n'ont pas créé un climat. Cette opposition n'a pas créé un climat. Même si elle se réclame de résistants, ou je ne sais pas de comment, n'ont pas créé un climat, n'est-ce pas, pour faciliter ces rencontres. Ils n'ont pas créé ce climat. Par contre, ils ont choisi la confrontation. Ils ont choisi la confrontation. C'est comme l'IDPS son temps. L'IDPS avait même quitté... Le contexte d'alors. Le contexte d'alors n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Comment ça? Je vais vous expliquer. Pendant ce temps, le pouvoir Kabila avait pourri. À tel point que, dans l'opinion, je parle bien de l'opinion, dans l'opinion, la majorité était pour l'opposition. En ce temps-là, c'était comme ça. Aujourd'hui, à tel point, attendez, à tel point que même la communauté internationale a rejoint l'opinion en forçant Kabila de quitter le pouvoir. C'est pas le cas aujourd'hui? C'est pas le cas aujourd'hui. L'opinion est du côté de vous la avez majorité. suivi la déclaration dernièrement de toute la communauté internationale.
les ambassadeurs de la communauté internationale, ils vont faire une déclaration sur le fichier électoral. Ils ont apprécié. Vous avez suivi le discours? Ah, ils n'ont pas condamné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi. Ils n'ont pas condamné. Ils ont plutôt dit que bon, c'est un travail de titan qui a été fait dans des conditions difficiles. Je crois qu'il y a lieu de fouiner pour savoir si le travail a les standards qu'il faut pour pouvoir aller aux élections. Mais ils condamnent la répression. Ils ont condamné Madame, tout ça. ils condamnent. Ici, on condamne. Mais au Sénégal, plus de 30 morts. Ça, c'est Sanko. Hein, c'est Sanko. Plus de 30 morts. Officiellement, c'est 16 morts. On a détruit les magasins. On a brûlé. Pourquoi ils ne condamnent pas là-bas? Condamnent au Congo là où il n'y a aucun mort. Je ne suis pas. Et il faut faire comme le Sénégal. Attention, je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la violence, je le dis. Mais ils devaient commencer par condamner le Sénégal. Il y a eu des morts. Vandalisme. Une disproportion même des forces utilisées contre les manifestants civils. Ce qui n'est pas le cas ici, madame. Et ici, on condamne vite. On condamne très vite. Je ne suis pas pour la violence. Je ne dis pas que j'accepte ce qui a été fait. Il ne faut pas aussi comparer. J'ai dit que nous sommes dans un processus de démocratisation. Nous devons aller de mieux en mieux dans la lutte contre, qu'est-ce que je dis, dans l'organisation des manifestations, dans les valeurs démocratiques. Ça, je lui dis. Mais les bavures de parcours arrivent. Et j'appelle ça bavure parce qu'il n'y a pas eu de mort, et les blessés légers, ainsi de suite. J'appelle ça bavure. Vous minimisez. J'ai dit ceci, bavure, ce n'est pas la normalité. Quand je parle d'une bavure, ça veut dire qu'on a quitté la norme. C'est ce que ça signifie une bavure. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la marche politique telle qu'elle doit être faite, démocratique. Une bavure, ça veut dire on a quitté la normale, n'est-ce pas? On est allé au-delà de la normale. C'est déjà une faute. C'est déjà une faute. Je ne minimise pas, mais c'est déjà une faute. Je condamne. Je condamne. Mais on a été dans les proportions. Parce qu'ailleurs, là où ils ont toujours dit que le Sénégal, c'est un modèle démocratique, il y a eu 19 morts, même plus. On a détruit, on a brûlé tout ça, ainsi de suite, les magasins des individus, des victimes, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en démocratisation. Nous n'avons pas une histoire conforme au Sénégal, où quelque part il y avait quand même une certaine ouverture démocratique, une ouverture politique. Ici, surtout, nous étions dans une dictature, et c'est à peine combien d'années, 23 ou 24 ans, je ne sais pas, qu'on est ouvert à la démocratie. Donc nous sommes encore très jeunes dans cette matière. Donc il ne faut pas prendre les mêmes standards d'appréciation de la France, des États-Unis et l'appliquer à la République démocratique du Congo. Je crois que ce serait une fausse route, madame. Je voudrais vous informer que la France a fait sa révolution en 1789, vers les 1890, il n'était pas toujours démocratique. Donc il y avait quand même des problèmes dans cette marche. Il ne faut pas venir nous imposer. Alors, il faut avoir des problèmes en RDC parce qu'il y a eu des problèmes en France. J'ai dit que diriger une population qui ne sont pas tes enfants, ni tes neveux, sur lesquels tu as une autorité biologique, ce n'est pas facile de diriger des millions qui ont évolué 30 ans durant dans une dictature, et puis dans une guerre atroce, en espace d'un temps comme ça, sans violence, sans, comment on dit, le droit de mort, c'est quoi, la loi sur... L'abolition sur la peine de mort. La peine de mort, parce que c'est un instrument de taille. C'est un instrument de taille dans la dissuasion, n'est-ce pas, du comportement des gens. Donc, sans tout ça, il faut respecter le droit de l'homme et tout ça. Vous croyez que c'est en 23 ans que vous allez arriver à construire, à formater pratiquement un citoyen pour supporter toutes ces exigences démocratiques? Madame, il ne faut pas rêver. Alors, il faut combien de temps il faut combien d'années? Ça demande du temps. Ça demande du temps parce que je n'ai pas vu dans l'histoire un seul État qui a fait en 20 ans de la dictature ou de la monarchie ou je ne sais pas moi en démocratie. Il n'y en a pas. Alors, mais au moins nous sommes plus exigeants parce que le contexte a changé. Nous sommes plus exigeants. Quand il y a une bavure, nous condamnons. Nous sommes exigeants. C'est pour que la marche aille plus vite. Alors, les consultations, vous n'avez pas donné votre avis par rapport à la suggestion du président du CENSA? Quel est l'objet de cette consultation? L'apaisement. On vous a demandé de venir à la CENI, vous avez refusé. Allez vous faire enrôler, vous avez refusé. Venez discuter sur la loi, vous avez refusé. Donc, concertation signifie, revenons sur la Cour constitutionnelle. Madame, dans le monde entier, vous avez suivi le Sénégal? En Côte d'Ivoire, le président vient de nommer ses gens au niveau de la Cour constitutionnelle. Ses propres gens. La France dit que ce sont des proches du président de la République. Il n'y a aucune constitution où on donne à l'opposition de choisir les membres de la Cour constitutionnelle. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. J'ai dit à Côte d'Ivoire, le président a nommé ses proches à la Cour constitutionnelle, les 3 personnes à la Cour constitutionnelle. Comment vous vous appuyez toujours sur des mauvais exemples? C'est pour vous dire que quand on dirige avec ses gens. C'est ça la politique. C'est ça la réelle politique.
Je ne peux pas prendre dans mon cabinet comme Bemba est là, il ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas. Vous comprenez? Il ne prendra pas quelqu'un qui ne connaît pas. Il ne prendra pas non plus aussi quelqu'un qui a toujours été contre ses opinions. Il ne le prendra pas. C'est ça la réelle politique, madame. Voilà. Alors, puis Gérard, on a comme l'impression que sans ces consultations que demande Olengakoy, sans qu'on puisse trouver un terrain d'entente, la majorité risque de cheminer seule. Et aussi aujourd'hui, l'opposition aussi dit qu'elle abandonne tout. Est-ce que ça ne serait pas une mauvaise chose? Bon, j'ai réfléchissais, je me suis dit que peut-être il faut penser à la suppression de la démocratie comme mode d'accession au pouvoir politique ici chez nous, ou soit trouver un mécanisme politique propre à l'africaine. Ce sont des réflexions qui me traversent la tête un peu tous ces temps. Et quand vous faites une réflexion comme ça, vous publiez dans les réseaux, vous voyez tout de suite les Congolais adhérer, dire que non, démocratie, tout de suite au Lembi, il faut tout le Cameroun, c'est parce que on se dit cette démocratie nous amène où? Ça peut être brutal comme langage. Mais ce que Congolo vient de dire, c'est ça, madame. Attendez, vous voulez que Tshisekedi, vous avez voulu que Tshisekedi place qui na kota na ya batuna misa tuna cour constitutionnelle, vous allez voulu qu'il prenne qui? Est-ce que la loi qui dit la loi? L'oncle d'État famille, hein? Qui dit la loi? Mais c'est ce que la loi dit, le président désigne, écoutez. C'est légal, madame. La cour constitutionnelle, je vais vous dire une chose pour les initiés, c'est le pouvoir des pouvoirs. On a voulu que les trois pouvoirs traditionnels puissent se retrouver au niveau de la Cour constitutionnelle. D'où l'exigence dans son mode de désignation. Le président de la République désigne 3 juges. Le président de la République est l'incarnation même du pouvoir exécutif. Le Parlement en désigne 3, qui est le pouvoir législatif, et le Conseil supérieur de la magistrature, qui incarne le pouvoir judiciaire, on désigne aussi 3. Basali 9. Bon, la 3 est président. Dites-moi, alors, on est choisi, attendez madame, il a donné l'exemple de Bemba, ministre de la Défense, nommé par le président de la République, et puis dans un ministère comme celui-là. Écoutez, le problème, c'est au niveau du choix, qui doit être un choix judiciaire. Mais seulement, on ne choisit pas n'importe qui. Retenez cela, politique, le roi Bisso, nous comprenons et Bissayo. Vous savez qui sont dans le cabinet de Bemba comme ses collaborateurs? Ce sont ces anciens militaires du MLC. Bon, que je le dise brutalement comme ça. C'est-à-dire les gens qu'il connaît depuis cette époque, mais qui sont aujourd'hui dans le FARDC, il croit qu'il a confiance. Oui. Et cette confiance-là, c'est Tshisekedi a Apesi confiance, lui doit lui retourner la confiance, et à son tour, pour que confiance soit dans la vérité, Bemba doit travailler aussi avec les gens à qui il a placé sa confiance. On a pris un exemple comme ça. Et quand vous allez partout, ça se présente de cette manière-là. Il n'existe pas dans aucun pays au monde où on dit opposition, pour la membre de la Cour constitutionnelle. Alors, non. si c'est légal, comme vous l'avez dit, puis s'il vous plaît, mais le problème ici, l'opposition proteste? Ça a toujours été ainsi. Même l'IDPS hier avait protesté. Contre la c'est normal, madame. Si on va protester, c'est normal. Mais une chose est vraie aussi, c'est que cette Cour constitutionnelle, paix à son âme, le vieux, comment il s'appelle, celui qui est décédé, l'ancien président, le vieux Luamba, c'était un homme de Kabila. Mais le vieux Luamba, c'est lui qui a confirmé Tshisekedi comme président de la République de ce pays. Oui. Et au détriment de Chadar qui avait annoncé au soir des élections que l'objet déjà n'a pas quoi, nous avons la président RDC. Vous voyez? C'est aussi ça, grandir à un certain niveau. Ne pas croire que les choses sont toujours tout politisées partout, machin, et ainsi de suite. Non. Bon, non. L'émission est finie, mais en bref, vous voyez, face à la situation dans laquelle on se trouve, là on parle des... Chercher, qu'est-ce que vous proposez pour sortir une issue favorable? Moi, je ne propose rien par les élections. Donc, pour moi, on doit aller aux élections. Et ces contestations, ça vous dit rien? Contestation aux Alagara, madame. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Merci. Même, attendez, je chute, même si vous faites adhérer toute l'opposition de la RDC, si un Peng reste dans son coin, à vous contester caca. Si un Peng reste dans son coin, même là, policier, complot, lui, il voit les complots partout. Mon oncle, je le salue. Il va toujours contester. Vous comprenez? Donc, allons aux élections. La légitimité vient du peuple. Ce qui peuple a sanctionné Tshisekedi, il va les sanctionner. S'il veut Katumbi, il va élire Katumbi. Mais allons d'abord à ces élections-là.
On risque C'est d'aller ce seul, qu'elle hein, démontre la traité de- majorité seule. Maman, vous Ça, avez comme à suivi ce l'époque qui de s'est passé au Mobutu, Bénin? hein. Même si on n'encourage pas comme Joseph le disait. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Bénin? La classe politique béninoise aujourd'hui est monocolore. Mais c'est pas un exemple à Mais parce suivre, que, à prendre. en plus, Nabino peut l'équipe. Si tout ça, la ligne, le peuple fait quoi dans l'entretemps? Et Merci, je suis en Gérard, disant, oui. avec cette phrase, ça ne concerne pas directement le sujet. Je me pose la question. Opération Kinibopeto. Tambour battant ici 10 000 $ par bourgmestre. Ma master là, petit, Belé Félix a nommé. Les bourgmestres que nous avons, non qui n'année, parce qu'ils iront aux élections. Ils n'ont qu'une année. Ils doivent aller aux élections pour se faire élire. Ils n'ont que quelques mois seulement ici. Mais les pauvres, vous souffrent à un niveau, je ne comprends pas. Les bourgmestres que vous voyez ici, ils souffrent. Ils n'ont rien, pas souffrir eux-mêmes. Même pas de petits frais de fonctionnement pour les communes. Mais je me pose la question, le gouvernement provincial de Kinshasa fait quoi? Les 10 000 $ que Ngobil avait promis pendant au la commune, et aujourd'hui, lorsque Godem veut poser la question autour de comment l'argent, tout ça, je vois des gens, des Kalombo et consorts, dire des fake news, des bêtises pour des choses qu'ils ne réfléchissent pas, alors que les institutions ne se gèrent pas en termes d'humeur. Les institutions, ce sont les hommes d'État, c'est l'Assemblée provinciale, c'est le gouvernement provincial, mais pas Ngobila comme individu, pas Godé comme individu. Ne fût-ce que les 10 000 $ là, on ne peut pas demander comme Quinois. Merci. Kiosque est fini. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Merci à l'équipe technique, Niwa Pezo, Moro Ndjambe, Doudou Montiri. Shadrach aussi, il faut le remercier. Hein? Shadrach, merci. Et le alors, particulier. Le particulier de Oui, l'administrateur. Alors, heureux anniversaire à Francine Ngodi de la part du coach Doudou Montiri. Au revoir.